Mais je vais vous montrer les images, donc j'en avais besoin. Lecture. Et quelqu'un sait comment on a le mode présentation pour avoir les slides là et le... Pour avoir le double écran. Tu vois la même chose sur ton écran là? Je vois la même chose, ouais. Faut que tu mettes les paramètres tu enlèves la copie d'écran. Tu sais le faire? Je peux essayer. Autrement, c'est pas grave, je peux improviser. Hein. C'est juste pour pas que j'oublie de vous dire des trucs. Je suis pas sûr. Hein. Oui. Donc, alors, les paramètres, c'est ici. Puis, tu dois avoir quelque part le moniteur. Puis, là, tu enlèves la recopie. Voilà. Alors, là, tu as deux choses différentes. Ouais. En principe, quand tu vas ici... C'est ça qui est triste d'être français. On a toujours besoin des Québécois pour tout. Et les Québécois, ils sont obligés d'inviter des Italiens pour retrouver leur solution. Ouais, super. Voilà. Génial, merci. C'est pour voilà. ça qu'ils m'ont embauché en mon département. À chaque fois, ils disent c'est lui qui s'occupe de réparer les ordi. Bon, super, c'est parfait, c'est génial comme ça. Donc ça, bonjour à tous. Si on a ça, moi je peux regarder mes mails perso. Ah ouais. Des bureaux, des machins, des trucs d'exposition, etc. Ah ouais, carrément. Ouais, ça c'est le marqué de l'autre côté. Ah excellent. Ah, et puis un peu moins, moi j'ai vraiment... Ça fait quelque chose de machin. Ah bah c'est super. En plus, je crois qu'ils ont des voitures, cet espace vert. De l'autre. Il y a un d'arbre qui a... Ah non, c'est les enfants des racines. Au sein de cadres formels qui ne sont pas sans rappeler les cahiers des charges imposés à la création numérique par les architectes, ces outils au service d'une énonciation éditoriale. La combinatoire d'un Queneau et de ses 100 000 milliards de poèmes est ainsi souvent citée, elle qui fut d'ailleurs adaptée et donc remédiatisée en 1975 par Paul Bradford. Luc Dall'Armelina convoque quant à lui dans un article récent du Nouveau Roman. Mais c'est très souvent Borges, bien sûr, que l'on convoque, et son fameux jardin au sentier qui bifurque, construit rétroactivement comme l'anticipation la plus aboutie de l'hypertexte en tant que contestation de la linéarité du récit, dépassement des préceptes aristotéliciens. Mais la question qui se pose, me semble-t-il, consiste alors dans l'identification problématique d'un terminus à quo, voire dans la légitimité même de cette identification. Les généalogies, en effet, s'entrecroisent, sans véritablement que l'on parvienne à trancher. Pour George Landau, on le sait, c'est à Laurence Sterne. Trois voies, trois points peut-être qui peuvent nous aider.
D'abord, la remédiatisation en bon français, puisqu'on sait que c'est ainsi que nous avons pris l'habitude de traduire le terme anglais proposé par J. David Bolter et Richard Bresin dans leur essai paru en 2000. Le terme désigne la migration d'une œuvre, on le sait, d'un média à l'autre. Ce fut historiquement la première province de cette alliance entre littérature et informatique qui incita à la numérisation de classiques. C'est même dans cette pratique que l'on a coutume de déceler l'acte de baptême des humanités numériques, acte de baptême qui serait délivré, ça tombe bien, par le père Roberto Busa, qui tenta de repérer dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin index et concordance dans le cadre de son projet d'Index Domesticus. Deuxième temps, il est aussi d'usage d'aller puiser dans l'histoire récente de la littérature des œuvres imprimées qui pourraient paraître a posteriori, avoir pressenti, voire annoncé, notamment la manipulabilité des œuvres numériques contemporaines, c'est-à-dire hyperliées, manipulabilité issue de la discrétisation qui soumet le contenu textuel à une fragmentation en unités distinctes. Il y aurait eu là comme une préscience d'œuvres encore à venir, une préméditation, voire, si l'on autorise le terme, une prémédiatisation. Les écritures à contrainte, on le sait, sont souvent mobilisées, très logiquement, puisqu'elles furent produites au sein de cadres formels qui ne sont pas sans rappeler les cahiers des charges imposés à la création numérique par les architectes, ces outils au service d'une énonciation éditoriale. Écrire web, on le sait, déplace les lignes de la fonction auteur, est-il besoin de le rappeler? Et cela nous impose d'interroger le statut des textes avec une nouvelle souplesse d'esprit. Qu'est-ce qui, dans un site web d'écran 20, relève du texte et qu'est-ce qui relève du paratexte, par exemple? Quel statut donner aux vidéos d'un Martin Page se filmant dans son intérieur, accompagné de son enfant et de sa compagne, si elle contribue à l'édification de son site comme un ensemble littérairement signifiant? Ces questions de corpus, actuellement si vives qu'elles divisent la communauté des chercheurs, s'adossent donc à un questionnement nouveau de la figure de l'auteur, qu'il convient peut-être alors d'envisager en termes d'éditorialisation, comme le fait Marcello. Et à cette époque-là, mon rejet du numérique, en plus je m'étais tiré d'une boîte numérique, mon rejet du numérique était total, et c'est un petit livre, ça, c'est une feuille A4 pliée en 4, donc c'est un tout petit livre que j'ai imprimé sur mon imprimante à double face. Et les imprimantes à l'époque ne faisaient pas une double face, donc je retourne les feuilles, les plis et les couds. Je les ai cousus, collés, et j'en ai fait une 25, je crois, que j'ai offert à mes amis à Noël. Je les ai offerts en Noël 95. Et donc je faisais de la peinture, il fallait que ça soit fait main. Le paradoxe, c'est que pour faire ça, j'utilisais Express vraiment de façon très poussée. J'étais sûrement des plus gros spécialistes d'Express à l'époque. J'utilisais des softs pour modifier les images. Parce que moi j'en ai fait I3, le chiffre, mais mieux I3. Parce que I3 c'est des voitures c'était pas très joli. Bon, donc. Paradoxalement, en décembre, à l'extérieur il y a 13 degrés, mais à l'intérieur c'est une très belle contraste. Les maisons ne sont pas faites pour être. Je vais essayer de reprendre un peu ce qu'a dit Gilles, parce qu'il a tout dit, donc comme je lui disais, c'est inutile, il présente un colloque et il dit tout, donc je vais faire du plagiat de Gilles, ou mieux, c'est Gilles qui a fait du plagiat par anticipation de ce que j'allais dire moi, et je vais donc essayer de questionner cette opposition présupposée et que nous sommes tous en train de questionner ici, entre justement le livre et le numérique, et peut-être pour revenir à ce que disait Thierry tout à l'heure, je vais formuler la même chose en réalité que dit Thierry, mais à l'envers. Au lieu que dire que le papier est en retard sur le numérique, je dirais que le papier est à l'avance sur le numérique, en essayant de questionner un peu cette idée de comment tu le faisais, prémédiatisation, en réalité, pour citer tout de suite quelque chose qui est familier un peu à nous tous,
et avec quoi Gilles commençait son introduction ce matin, le terme remediation de Bolton Grusin a un problème, à mon avis, et je pense que nous partageons cette idée majeure, c'est qu'il s'insère dans une espèce d'optique téléologique linéaire où, même s'ils essayent de l'éviter, Bolton Grusin dans leur livre, mais où le média qui vient, il va de l'avant. Il y a cette idée il reprend l'autre, en effet, mais on part de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, et ce processus est linéaire, il y a un développement. Ce que je veux questionner ici, c'est cette linéarité et cette téléologie, surtout d'un point de vue chronologique. Ce que je veux dire, c'est que certains éléments que nous appelons aujourd'hui numériques ne sont pas simplement le développement de quelque chose qui était avant, mais il y a des tendances qui vont et qui reviennent. Donc il y avait quelque chose de très numérique justement au IIIe siècle avant Jésus-Christ, puis il y a quelque chose de très peu numérique au XIXe siècle. Selon moi, le XIXe siècle est le siècle le moins numérique qui puisse être. Donc les XIXimistes sont ceux qui nous font résistance, ce sont les inactuels d'aujourd'hui peut-être, et il y a quelque chose de très numérique au Moyen-Âge. Par exemple, la notion d'auteur au Moyen-Âge est beaucoup plus numérique sans doute que la notion d'auteur au XIXe siècle. Donc, est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce que, et c'est ça un peu l'idée contre laquelle je voudrais parler, est-ce qu'on peut parler des deux médias? D'une part le numérique, de l'autre part le papier. Déjà, le numérique, on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être on pourrait parler du web avec François. Même si le web aussi ne peut pas être essentialisé, aujourd'hui, de plus en plus, on se demande, est-ce qu'il y a le web? Est-ce que les pratiques, par exemple, d'usage du téléphone portable et des tablettes, etc., relève encore du web ou pas? Donc voilà. Est-ce qu'il y a une opposition entre deux médias? Est-ce que le numérique peut être pensé comme un média? Et est-ce qu'on doit considérer les propriétés et les caractéristiques du numérique dans un discours de continuité ou de rupture? Est-ce qu'on peut parler d'une révolution numérique, comme le font plusieurs chercheurs? On a parlé de la révolution numérique et récemment, The Fourth Revolution de Luciano Flori utilisait encore cette idée de rupture forte, des ruptures épistémologiques fortes, ou alors on doit parler des continuités. Je voudrais faire... C'est un banc de poissons, comme vous pouvez le constater. Quelle est la relation avec nous et un banc de poissons? Vous voyez, l'intérêt de ce truc-là, c'est que le comportement de chaque poisson est déterminé par le comportement du banc, mais le comportement du banc est déterminé par le comportement de chaque poisson. C'est ce que les biologistes appellent stigmergie. La stigmergie, c'est le fait que des données environnementales conditionnent le comportement, mais le comportement donc des animaux est celui qui bâtit les données environnementales. Donc typiquement ça, ou les fourmis qui construisent la fourmilière, et puis la forme qu'elles donnent à la fourmilière conditionne comment elle continue à bouger, puis comment elle bouge détermine ce qu'elle bâtisse. Donc voilà, il y a cette idée-là qui me semble très intéressante et que j'essaie de penser avec mon collègue. Et c'était à la fois pour éviter le téléologisme chronologique et aussi le téléologisme des valeurs, c'est-à-dire de dire les plus c'est numérique, les mieux c'est. Selon moi, non, c'est pas vrai, parce que Flaubert n'est pas numérique, mais c'est très bien. Oui, voilà, d'accord, dans ce sens-là. C'était ce sens. Et puis, je pensais au modèle, vraiment aux modèles éditoriaux, qui sont particulièrement forts au 19e.
sommes confrontés, c'est précisément ce rapport aux données qu'on accuse de manière obsessionnelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ces labyrinthes d'informations? Comment on passe égaré? Comment, comme elle le formule dans un article qui a été publié donc, dans le collectif Inculte de bien du roman, comment ne pas devenir des data victimes? Alors, la question, évidemment, elle est devenue d'autant plus aiguë avec la démocratisation d'Internet. Et au cœur de l'écriture d'Emmanuel Pirer, on retrouve l'idée que formulait déjà Nietzsche, que les technologies informent notre pensée, qui est voilà, une des questions qui nous occupe aussi beaucoup pendant ce colloque. À ses yeux, en tout cas, le travail de l'écrivain consiste précisément à penser ce phénomène pour essayer de s'approprier, d'intégrer, d'habiter véritablement le nouveau paysage mental qu'Internet a entièrement reconfiguré. Présenté ce matin, et l'œuvre d'Emmanuel Pirer, donc Féerie générale. Donc s'il y a, comme Marie-Jeanne l'a montré dans Comment faire disparaître la Terre, déjà un infléchissement de l'imaginaire de la bibliothèque vers celui de la pensée en réseau, avec l'image des toboggans, celui-ci s'affirme encore plus dans Féerie générale, que l'on peut considérer comme un véritable livre web. L'expression n'est pas de moi, elle est en réalité de Lila Megrawa, qui avait fait une interview d'Emmanuel Pirer en 2012, lorsque son livre a reçu le prix Médicis, et qui donc avait donné cette expression qu'Emmanuel Pirer avait trouvée tout à fait pertinente, et que du coup moi j'ai choisi de reprendre aujourd'hui, et lors de mon master, pour vous présenter donc cette œuvre. On peut en effet, tout d'abord, alors je suis désolée, j'enlève mon chrono, parce que sinon moi aussi je vais être perdue. Donc pourquoi livre web? Tout d'abord parce qu'on peut remarquer le fait que dans l'ouvrage, il y décrit un monde marqué par les pratiques numériques, que ce soit la recherche documentaire, la discussion sur les sites de rencontres, etc. Mais aussi et surtout parce que, comme Marie-Jeanne l'a aussi indiqué, Emmanuel Pirer fait état de la pensée à l'ère du numérique. Alors que de nombreux écrivains et théoriciens sont inquiets de savoir si l'expérience de réflexion profonde peut se maintenir dans notre civilisation numérique, et réflexion profonde généralement associée à la lecture littéraire, l'écriture d'Emmanuel Pirer joue, elle, justement d'un effet de surface, d'horizontalisation des données, et mime la volatilité de notre attention, passant sans arrêt d'un sujet à l'autre. Comme Emmanuel Pirer le précise dans un article théorique intitulé donc, Fiction documentaire, dont on a parlé dans notre article, mais celui-là est aussi donc, théorique, son écriture se développe en prenant acte d'un monde marqué par, je cite, la compagnie d'écrans de petite taille. La lecture de cet article de fiction documentaire me semble importante pour interroger l'esthétique d'Emmanuel Pirer. Elle y indique écrire non selon un fil narratif, ni un fil argumentatif, mais selon ce qu'elle appelle un fil de la pensée, donc ni tout à fait roman, ni tout à fait essai. Il s'agit en réalité de faire entrer le lecteur dans un processus duquel il peut facilement s'extraire, dans un aller-retour constant entre ce qu'il lit et ce qu'il vit, adopter un mode de lecture nerveux. Qui vont être publiés dans la collection Parcours numérique au Presse de l'Université de Montréal dès qu'elle met les livres. Mais elle est l'auteur du blog cyberlittéraire.com que je vous conseille de consulter et de lire si vous voulez en savoir plus sur ses recherches. Et le titre de sa communication est Around the World, etc. L'esthétique du flux autour du monde de Laurent Mauvigné. À toi la parole, Anaïs. Merci. Alors. Très bien. Bonjour, merci à tous. Dans un premier temps, témoigner du fameux village global, ce lieu commun qui a été construit à partir de dérivés des travaux de McLuhan et Elfior et qui est lié finalement au constat de la connexion dont tu parlais ce matin. Ainsi, de plein pied dans la culture contemporaine, le roman de Mauvigné se caractérise par une certaine forme de liquidité et une interconnexion permanente entre les êtres et les choses. C'est en cela qu'il procède, il me semble, de cette esthétique du flux sur lequel on avait travaillé avec Bertrand Gervais dans un article qui s'appelle « Esthétique et fiction du flux, éléments de description » qui est apparu dans Proté en 2011. Et cet article était construit sur l'observation et l'analyse d'œuvres exclusivement hypermédiatiques. Donc j'ai retrouvé cette esthétique-là dans le roman de Mauvigné et donc j'aimerais les mettre en tension.
Donc pour nous, l'esthétique, et on s'appuyait largement sur les travaux de Chatonsky, cette esthétique du flux reposait pour nous sur l'utilisation de systèmes et de dispositifs informatiques qui forcent l'internaute à se perdre dans la contemplation d'un flot d'images, de sons et de mots que le cyberespace et son encyclopédie dynamique animent et rendent accessibles. Le roman offre une réflexion sur le monde tel qu'il est avant tout image et fiction du monde pour tout un chacun, un réel avant tout médiatisé. La catastrophe survient comme un signe indiciel du réel qui vient soudainement frapper ces personnages qui ont le plus souvent l'impression de vivre dans des images. À ce titre, le champ lexical alors de l'image et de ses médiations est omniprésent dans le roman, alors à la fois des images cinématographiques, photographiques, télévisuelles, ou encore on trouve aussi le champ lexical du web. Donc là, je vous cite quelques extraits de Autour du monde. Dans l'air, des images flottantes et aussi des montagnes, et les cerisiers sur la route, mais même s'ils ne sont pas encore en fleurs, il y aura déjà comme une odeur vaporeuse, légère, des images de cartes postales qui ne viendront pas contredire ni altérer les panneaux publicitaires pour les maisons de crédit et les prêts sur gage. Yoshikawa. Des chaînes de fast-food et des supermarchés, des noms se bousculant, McDonald's, Family Mart, Lowe. Un autre extrait pour vous prouver cette omniprésence de l'image. L'impression d'errer, c'est un des personnages qui dit ça, l'impression d'errer dans un film en noir et blanc, dans des décors de cinéma, d'être enfermé dans le délicat liseré jauni d'une minuscule photographie sépia et craquelée d'avant-guerre. Donc dans ces deux extraits, vous pouvez voir comment le monde est vécu par les personnages, comme un film ou une série de cartes postales, toujours donc comme une accumulation d'images. Et donc ce n'est pas un hasard si le passage entre les différents récits est ponctué systématiquement par une image rectangulaire en noir et blanc. Toutes ont la particularité d'être de qualité assez médiocre, d'avoir une fonction illustrative par rapport au lieu où se trouvent les personnages. Donc à Tokyo, on voit un plan de métro. Dans le deuxième chapitre, le personnage se trouve en vacances dans les Bahamas, donc on a cette image de palmier. Le récit suivant se passe à Tel Aviv, et puis le suivant aux Philippines.
Thank you.